BFM Business présente la grande interview. Guillaume Paul. 18h32, vous êtes dans la grande interview sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Notre première invitée ce soir, c'est la députée européenne Renew, Nathalie Loiseau. Bonsoir Nathalie Loiseau. Bonsoir. Merci beaucoup, députée européenne Renew, ancienne ministre, bien sûr, en charge des affaires européennes, membre du parti Horizon. On a beaucoup de choses à voir ensemble ce soir. À commencer, ça a alimenté beaucoup de conversations, bien sûr, par cette bourde, appelons ça comme ça, l'administration américaine qui a donc donné accès par erreur à un journaliste de The Atlantic à des plans de frappe américains contre les rebelles Houthis au Yémen. C'était dans le cadre d'une boucle signal. Vous avez vu ce que vient de déclarer Donald Trump, qui dit « c'est un pépin sans gravité ». Est-ce que vous voyez les choses de la même façon, vous, Nathalie Loiseau? Tout à fait, non. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'adultes dans la presse à Washington. Même mes ados sont plus responsables que ça. Ça en dit long sur la méthode. Ça nous rappelle l'affaire Clinton, Hillary Clinton, qui s'est d'ailleurs fendue d'un communiqué, comme quoi... Alors Hillary Clinton avait utilisé comme secrétaire d'État sa messagerie personnelle. Mais là, c'est bien pire. C'est tous ceux qui ont la charge de la sécurité, directeur de la CIA, secrétaire à la défense, etc., qui discutent sur un ton badin d'une opération militaire dans un groupe Signal où ils invitent, sans s'en rendre compte, un journaliste qui lui-même a été très responsable parce qu'il n'a pas fuité les plans d'attaque. C'est vrai. Et ils ne se sont pas rendus compte qu'il l'avait invité, pas rendu compte qu'il est sorti du groupe. Ils veulent nous faire croire que c'est une peccadille. En fait, pour nous, Européens, c'est un pas de plus dans l'absence de confiance. Comment vous voulez échanger des données confidentielles avec des gens qui se comportent comme ça? Poutine n'a même plus besoin de faire le travail. C'est même plus la peine d'espionner les Américains. Ils font leur fuite eux-mêmes. Et puis, par ailleurs, Poutine n'a même plus besoin d'avoir des demandes vis-à-vis de l'Ukraine, puisque Trump les lui apporte sur un plateau. Oui. Et puis, sur le fond de la conversation, il y a non seulement des plans d'attaque contre les Houthis... Il y a des choses avec Vance, oui, il y a beaucoup de choses. Mais il y a ce qu'ils disent sur l'Europe. Oui. Et on avait peu d'illusions depuis le discours de Vance à Munich, mais c'est d'un mépris, c'est d'une légèreté... Enfin, c'est un pas de plus dans la rupture de confiance avec les États-Unis. Alors, voilà pour l'Amérique. Sur l'Europe, justement, parce que c'est aussi la phrase qui a alimenté toutes les conversations. Vous avez lu ce matin dans la presse allemande, dans Handelsblatt, ce qu'a dit le président du conseil d'administration d'Airbus, qui s'appelle René Obermann, qui dit ce matin en substance, je résume ça, mais il dit une attaque russe sur un pays membre de l'OTAN pourrait, d'après lui, intervenir d'ici l'année 2029. Je suis convaincu, dit-il, que les pays de l'OTAN sont beaucoup plus proches d'un conflit militaire avec la Russie que ne le pensent actuellement de nombreux responsables. Est-ce que vous partagez ce diagnostic? Il y a plusieurs services de sécurité en Europe, les services allemands et les services danois, qui disent qu'ils ont des raisons de penser que Poutine se prépare. Ça veut dire que nous, on doit tout faire pour dissuader ce type d'attaque, qui n'est plus une hypothèse complètement folle. Donc vous le partagez, ce diagnostic? C'est un risque contre lequel on doit se préparer. Mais pardon, vous le partagez depuis quand? Depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, des années ou pas? Alors depuis longtemps, parce que Poutine, comme beaucoup de dictateurs, dit et écrit beaucoup de choses. Et il écrit que pour lui, il faut que la Russie retrouve l'espace de l'ancienne Union soviétique. Ça inclut donc les États baltes, dont il n'a jamais digéré l'indépendance et le passage à l'Ouest, en quelque sorte. Pourquoi pour lui, les États baltes, l'Ukraine et d'autres sont un problème? On peut dire que c'est un rêve d'empire. Et c'est vrai que quand vous êtes un dictateur, c'est pas mal de continuer des opérations militaires, parce que pendant ce temps-là, c'est plus difficile de contester votre pouvoir. Mais c'est surtout que ces pays ont choisi la démocratie, et que ça marche, et que ce sont donc des contre-modèles à ce qu'est la Russie, un pays qui s'appauvrit, un pays où il n'y a aucune liberté. Donc il faut pour lui à tout prix étouffer ça. Et l'Union européenne, c'est ce qu'il déteste. Il n'a jamais cessé de le dire. Malheureusement, quand on voit ce que Donald Trump ou son vice-président disent de l'Union européenne, là-dessus, ils sont très proches. Je creuse un petit peu ce que dit le patron d'Airbus, parce qu'il argumente sa prise de position et dit « J'ai ce sentiment pour 3 raisons. 1, il prédit une grande manœuvre cette année en Biélorussie, PMI de la Russie. Frontalier pour la petite histoire de l'Estonie, de la Lituanie et de la Pologne. Il dit 2, ils ont converti le pays à l'économie de guerre. Ils ont 1,5 million de soldats aujourd'hui mobilisables. Comment s'arrêter même s'ils vont en Ukraine? Et 3, l'Europe n'est pas encore dotée d'une force de dissuasion. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc c'est le moment d'accélérer et de se préparer. Voilà. De toute façon, c'est le moment d'accélérer. Je crois que tous les Européens sont d'accord là-dessus. Il s'est passé depuis quelques semaines des avancées sur la défense européenne qu'on appelait de nos voeux depuis des années. Moi, j'ai présidé 5 ans la commission de la défense au Parlement européen. On s'était même demandé pourquoi je prenais ça, qui était
un peu subalterne. Quand j'ai fait ce choix, j'en me disais, mais tu pourrais prendre plus prestigieux. On vous l'a dit comme ça ? Ah, on me l'a dit comme ça. Et moi, je disais, mais écoutez, je suis inquiète. Je trouve que j'ai été diplomate, que j'ai voyagé dans beaucoup de zones de conflit et que je sens que le monde va pas forcément vers plus de paix et plus de bienveillance entre nations. Donc, je pense que la défense européenne, c'est urgent. À l'époque, ça avait l'air d'une lubie française. Et on parlait en plus autonomie stratégique, y compris vis-à-vis des États-Unis. Aujourd'hui, il y a eu le 24 février 2022, la guerre d'agression russe en Ukraine. Premier réveil européen, on a commencé à faire des choses. Maintenant, il y a Donald Trump, une incertitude majeure. Et depuis quelques semaines, tout s'accélère en Europe. Alors, non pas pour devenir des va-t-en-guerre, mais pour protéger ce bien précieux que nous avons grâce à l'Union européenne, qui est la paix. Est-ce qu'il faut une dissuasion nucléaire européenne ? Là aussi, c'est ce que dit le patron d'Airbus aujourd'hui. Il dit qu'il faut que l'Allemagne acquiert des armes nucléaires tactiques en coopération avec la France notamment. Est-ce qu'il faut que l'Allemagne, pour vous, acquiert des armes nucléaires ou l'Allemagne doit se ranger sous le parapluie français ? Vous savez que Merz, le futur chancelier allemand, Merz y est favorable. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Le patron d'Airbus va un peu vite en besogne. Depuis 2020, Emmanuel Macron dit et propose d'avoir un dialogue stratégique avec les autres Européens sur la dissuasion nucléaire française. Puisqu'avec le Brexit, il n'y a plus que la France qui possède l'arme nucléaire dans l'Union européenne. Au moment où il l'a proposé, les autres se disaient, oh là là, mais un, c'est pas la peine, il y a les Américains, le parapluie est ouvert, et deux, ça pourrait peut-être même énerver les États-Unis, n'en parlons pas. Il a remis la proposition sur la table, ça ne veut pas dire partager la décision. Non, ça ne veut pas dire partager. Ni le financement, ni quoi que ce soit. La décision est purement nationale, la dissuasion est un outil de souveraineté nationale. Mais est-ce que les intérêts vitaux de la France s'arrêtent aux frontières ? Depuis le général de Gaulle, la réponse est non. Alors, question que je vous pose, est-ce qu'il faut se placer, quand on est allemand par raison, sous le parapluie français ou britannique ? Certes, les États-Unis sont dépendants techniquement des États-Unis. Oui, les Britanniques n'ont pas une dissuasion nucléaire totalement autonome. Voilà, mais en France, il y a aussi la question, et les Allemands sont attentifs à ça, au fait de savoir qui sera à l'Élysée dans 2 ans. Bien sûr. Si c'est Marine Le Pen qui est à l'Élysée dans 2 ans, vous avez vu les déclarations de la présidente du Rassemblement national qui a un discours catégorique, qui dit la France d'abord, qui dit partager la dissuasion, même s'il ne s'agit pas de la partager, on est bien d'accord, mais qui dit partager la dissuasion, c'est l'abolir aujourd'hui. Voilà. Marine Le Pen et ça, les Allemands, la presse allemande le relaye aujourd'hui, cette inquiétude, très clairement. Bien sûr, mais vous faites bien de le relayer vous aussi. Marine Le Pen et le RN sur les questions géopolitiques du moment, c'est un canard sans tête. Ils sont complètement perdus. Vous vous souvenez de Jordan Bardella se précipitant à un événement organisé aux États-Unis par les Trumpistes, et puis partant piteusement parce que Steve Bannon faisait des saluts nazis. Mais Steve Bannon, c'est un vieil allié du RN. Le RN lui avait même demandé des financements. Ils avaient même été filmés en train de lui demander de l'argent. Aujourd'hui, d'ailleurs, Jordan Bardella part en Israël au moment où jamais le gouvernement israélien n'a été aussi contesté par sa propre population. C'est un parti qui a des fidélités avec la Russie, qui a une admiration pour les régimes autoritaires. C'est un parti qui, sur le plan géopolitique, ferait un mal fou à notre pays. Est-ce que vous sentez, vous me dites les choses avancent en matière de défense en Europe et de soutien à l'Ukraine, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent ? Il y aura après-demain, jeudi, ce sommet sur la paix et la sécurité pour l'Ukraine organisé à l'Élysée. Ce qu'Emmanuel Macron a baptisé la coalition des volontaires. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de non-dit dans cette formulation, sous-entendu, c'est là que les masques vont tomber et qu'on va voir ceux qui veulent en être et ceux qui ne veulent pas en être. Est-ce que le terme est... En fait, depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que pour vous, tout le monde sera là jeudi à part Orban, pour les Hongrois. Depuis 1 an et demi, Viktor Orban bloque, par exemple, la Facilité européenne pour la paix dans ce qu'elle peut faire pour l'Ukraine. Depuis 1 an et demi, Orban dit pas d'armes à l'Ukraine. Donc ça y est, on a compris. Mais il pense qu'on ne peut pas faire sans lui. Or, on peut très bien faire avec tous ceux dans l'Union européenne qui le souhaitent, plus les Britanniques, plus les Norvégiens, plus sans doute les Canadiens qui le demandent. Donc tous les Européens, pour vous, seront là jeudi à part Orban après tous ceux qui ont envie d'y être. Mais la première réunion des chefs d'état-major qui s'est aussi tenue à Paris, il y avait 30 pays qui étaient représentés. Ça veut vraiment dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a énormément de pays en Europe qui comprennent que le sort de l'Ukraine et le sort de l'Europe sont liés. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, mais l'Ukraine tient le front depuis 3 ans contre une volonté impérialiste russe. Et ces pays sont en train de s'organiser. Vous citez la réunion de jeudi à Paris. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas au moins 1 ou 2 réunions. Et ça avance sur la planification. Qu'est-ce qu'on fait ? Qui le fait ?
comment, avec quel commandement. C'est tout à fait spectaculaire. Donc vous pensez qu'on peut arriver à des résultats véritablement? Je pense que l'Ukraine a besoin de garanties de sécurité, sans quoi l'Ukraine sera à nouveau attaquée, il n'y aura pas de vrai cessez-le-feu. Pour vous, il faut faire quoi de l'argent des avoirs russes gelés? Vous rappeliez il y a quelques jours qu'on ne pouvait pas confisquer cet argent, mais votre idée à vous, c'est de dire, voilà, prêtons-nous, Européens, ces quelques 200-300 milliards de dollars 200 milliards en Europe, en tout cas. Aux Ukrainiens. Et quand ils obtiendront des réparations des dommages de guerre de la part des Russes, ils nous rembourseront. Et s'ils n'obtiennent pas ces réparations... C'est ambitieux, ça, quand même. Et s'ils n'obtiennent pas ces réparations, ce qui est assez plausible, ils auront le droit de nous demander de transférer les avoirs gelés, et c'est eux qui les confisqueront. Et dans le droit international, comme ils sont un pays agressé, ils ont le droit de confisquer ces avoirs. Donc il faut commencer par les mettre dans un fonds à part, prêter l'équivalent aux Ukrainiens tout de suite, parce que c'est maintenant qu'ils en ont besoin, notamment pour de l'aide militaire. Et ils nous rembourseront soit parce que la Russie a changé de comportement, voire de gouvernement, soit en utilisant ces avoirs gelés. Il y a beaucoup de juristes qui sont sur le coup aujourd'hui. Certains vous disent si on peut... Il y a beaucoup de juristes qui sont sur le coup, j'en vois beaucoup, je parle avec beaucoup d'entre eux, et aussi des experts financiers qui considèrent que le grand moment d'audace qu'a eu l'Union européenne, c'est le moment où on a gelé ces fonds. Le signal qu'on a donné aux investisseurs internationaux, c'est au moment où on a décidé de geler ces fonds. Oui, mais vous voyez bien que 15-16 paquets de sanctions de la part de l'Union européenne n'ont pas mis l'économie russe au tapis, malgré tout. Parce qu'on n'a pas totalement boycotté l'économie russe. On importe encore des engrais, des produits agricoles russes. Parfois, l'opinion pense que les relations sont coupées avec la Russie. Elles ne le sont pas. Non. Il y a à peu près 50% des exportations russes qui sont bloquées aujourd'hui, mais pas davantage. Et il y a notamment le gaz russe, pardon, je dis ce mot, parce que qui continue d'arriver aujourd'hui par bateau. Est-ce que pour vous, on n'est pas dans l'hypocrisie la plus totale? Vous voyez bien ce qui commence à émerger du côté des milieux industriels allemands notamment, où beaucoup commencent à dire à voix haute et forte et intelligible, on aimerait bien revenir à l'époque d'avant, à la bonne époque. On aimerait bien revenir à la dépendance d'avant, celle qui nous a paralysés. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on reviendra à cette ancienne réalité, que le gaz russe reviendra? Alors, d'une part, je continue à être totalement favorable à la transition verte et à dire qu'il faut sortir des hydrocarbures tout court et de la dépendance au gaz tout court. C'est pas pour demain, j'en ai bien conscience, mais en tout cas, dépendre d'un pays qui a des volontés, qui a cet impérialisme, ces actions militaires en permanence qui vont contre nos intérêts, qui nous attaquent de manière hybride en permanence. Quand vous avez des hôpitaux qui sont frappés par des cyberattaques, quand vous avez des sabotages en mer Baltique, quand vous avez des opérations massives de manipulation de l'information, c'est une guerre hybride que nous mène la Russie aujourd'hui. Dire ils sont quand même sympathiques parce que leur gaz est pas cher, c'est totalement irresponsable. L'effort de réarmement au niveau européen, avec ce sujet qu'Emmanuel Macron notamment a remis sur la table récemment, celui d'acheter européen plutôt qu'américain. Et on y travaille, j'arrive de Bruxelles. Vous avez vu que les Allemands, effectivement, ont sorti leur super bazooka, mais n'ont pas renoncé à acheter les F-35 qu'ils promettaient d'acheter aux Américains. C'est toujours sur la table, ça, notamment. Oui, enfin, ils construisent en Allemagne des usines pour les F-35, parce que c'est des décisions qui ont été prises il y a longtemps. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un programme d'investissement européen de défense. Je suis l'un des rapporteurs de ce texte-là. J'arrive de la discussion. Et aujourd'hui, plus personne ne discute sur le principe de la préférence européenne. C'est-à-dire que si on met de l'argent du contribuable européen, ça va à des projets, à des programmes avec une préférence européenne. Pas forcément 100% parce qu'on n'y est pas encore, mais au moins 65-80% doit être d'origine européenne avec une maîtrise. C'est-à-dire qu'on est l'autorité sur la conception des équipements que l'on finance. Sinon, si c'est les États-Unis ou même d'autres, peuvent toujours restreindre les usages. Les Ukrainiens en ont payé le prix en Ukraine. Et ils peuvent interdire la réexportation. Alors justement, l'argent des contribuables, et ça sera notre dernière question car le temps file. Vous avez participé à cette réunion à Bercy jeudi dernier, à l'issue de laquelle Éric Lombard a annoncé le lancement d'un nouveau produit, je cite, lancé par BPI pour permettre aux épargnants français ce qu'ils voulaient d'investir dans les entreprises de la défense. Un fonds qui doit grimper jusqu'à 450 millions d'euros. Parce que la France ne joue pas petit bras. C'est pas beaucoup. J'ai trouvé que c'est pas beaucoup. Alors ça peut être une première salve, et puis on voit. Ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient que leur épargne, de manière volontaire, en le décidant, puisse aller à des programmes de défense. Et c'est important notamment pour toutes
les PME et les ETI qu'on a en France dans le secteur de la défense. On a des très grandes entreprises, connues mondialement, très talentueuses. Près de 2000 ETI et PME dans mais les il y a énormément de PME qui souvent ont du mal à se financer. Donc notre travail, au niveau national, mais aussi au niveau européen, c'est de déverrouiller ces difficultés de financement, d'inciter les banques, qui parfois en font trop dans la compliance et refusent de prêter à la défense. Qui commence à changer un peu de logiciel quand même, un petit peu. Ça commence, mais c'est très bien qu'il y ait eu la réunion de Bercy, qui était très intéressante, et je dirais les plus intéressants, c'était justement les patrons de PME qui disaient exactement dans quel univers ils évoluaient. Et puis, il faut aussi qu'il puisse y avoir des investissements, des fonds propres. Bien sûr qu'il faut des commandes publiques. Et n'oublions jamais ça. Un industriel, il va augmenter ses capacités de production s'il a des commandes publiques. Mais il lui faut aussi du financement privé. Pour conclure, Nathalie Loiseau, en 30 secondes, l'Europe qui parle de se réarmer au moment où on parle de paix entre Ukrainiens, Russes et Américains, est-ce qu'il faut persévérer dans ce discours, dans cette volonté d'aller de l'avant, parce que les négociations actuelles risquent d'aboutir sur une paix branque-ballante? Écoutez, instable, durable. En 2015, on a essayé de la faire, la paix en 2015. On y était beaucoup plus investis que nous ne le sommes aujourd'hui. Ça n'a pas marché. 2015, c'était les accords de Minsk. Ça a été la répétition générale de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie n'a pas renoncé à écraser complètement l'Ukraine. Et au-delà, la Moldavie, les États baltes, et plus si affinité. Donc notre besoin, c'est d'être capable de dissuader une attaque. Et pour ce faire, il faut être respecter, et pour ça, il faut être bien armé. Alors, allons de l'avant, c'est votre message. Merci beaucoup, Nathalie Loiseau. Merci de passer nous voir ce soir, députée européenne Renew, ancienne ministre en charge des affaires européennes, membre par ailleurs du parti Horizon. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir sur BFM Business. Merci infiniment.